Pour ceux qui ne le savent pas, il y a de ça, 1 an et demi à peu près, il y a eu certaines théories qui ont commencé à sortir sur Bitcoin. Certains papiers qui sont sortis. On a eu, vous savez, l'arrivée des ordinals, des BRC20, des runes. Ça a donné des idées aux personnes. Bitcoin, à la base, c'est un échange c'est un système d'échange pair à pair. De par sa faible programmabilité, parce qu'on sait qu'il est écrit en langage script, et puis qu'il y a tout un tas d'opérations qui ont été interdites par Satoshi, on a eu l'Ether qui s'est développé pour être une plateforme de smart contract. L'Ether est vraiment parti de là. Et au début, ils ont essayé de commencer à construire sur Bitcoin, ça n'a pas marché. Ils se sont dit, OK, on a besoin de quelque chose qui soit plus ouvert, donc on va apporter Solidity et tout ce qui en a découlé derrière. Il y a certains chercheurs qui se sont dit, OK, Ethereum répond à la majorité des smart contracts, mais nous, on est maxi Bitcoin. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à développer quand même des smart contracts sur Bitcoin de la manière la plus native possible? Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître des papiers comme BitVM, par exemple, où on va aller jouer avec des suites d'instructions, mais on se retrouve globalement assez limité. Cette histoire de surcouche sur Bitcoin, elle n'est pas récente. Dans les premiers projets qui ont commencé à travailler sur le sujet, vous avez Rootstock, vous avez Stacks, vous avez Liquid. Mais même après quasiment une dizaine d'années de recul sur ces projets, les écosystèmes sont quasi inexistants. Il y a un ou deux DEX qui se courent après, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'échange, parce que pour la plupart, c'est des sidechains. Donc, ils ont leur propre mécanique de sécurité. Ils ont besoin d'un peu de Bitcoin, mais ils ont leur propre mécanique qui sont plutôt dépendants. Là, l'idée de partir sur du BitVM, c'est de se dire, OK, on va vraiment construire directement sur Bitcoin. Là, ça a lancé un gros clash au sein de la communauté. Il y a le papier théorique, mais après, il y a l'implémentation technique. Quand on a vu ce qui s'est passé avec les ordinals, les BRC20, les runes et tous les atomic calls, tout ce qui va avec, ça a commencé à congestionner un petit peu la blockchain Bitcoin, que ça a commencé à augmenter les frais de gaz. Les gens, ils ont dit, mais attendez, soit Bitcoin est un store of value, ça permet de protéger votre pouvoir monétaire sur le long terme, soit c'est une plateforme de smart contract. Et c'est là où il y a encore une guéguerre à l'heure actuelle philosophique sur ce sujet-là. Je vais vous présenter les éléments au fur et à mesure et je vous donnerai mon avis sur ces sujets-là. Alors, comme on l'a vu, l'écosystème de Bitcoin, plus ça avance avec le temps, plus il prend de l'ampleur. Et justement, cette DeFi qui a été construite sur Bitcoin, elle a pris une grosse explosion sur la fin 2024 et début 2025. Pour ceux qui veulent avoir un peu un ordre de temporalité, tout ce qui était Atomic Calls, BRC20, Rune et autres, on en parlait il y a déjà plus d'un an et demi. Et la dernière session que j'ai fait où je présentais justement la Bitcoin DeFi avec les différentes plateformes qui aujourd'hui sont devenues des leaders, c'était sur cette période-là. Et vraiment, je vous invite les personnes de l'accompagnement à confirmer mes dires dedans. Et vous allez voir qu'en fait, on est souvent en avance de face. C'est-à-dire que ici, je vous expliquais comment rentrer sur la Bitcoin DeFi pour être opérationnel le jour où ça allait péter. Et ça a pété quelques mois après. Vous voyez, quand on vous présente des sujets dans l'accompagnement, on ne fait pas ça à moitié. Je vous ai présenté les plateformes, j'avais présenté les avantages, les inconvénients, ce qu'il y avait à développer, ce qu'il y avait à surveiller, et on est toujours sur cette avance de phase. Donc, si vous avez envie de partir sur des éléments qui sont plus récents par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir, et que vous vous dites, OK, je ne sais pas trop où aller, rejoignez l'accompagnement, vous allez être surpris de voir des écosystèmes qui ont un potentiel énorme qui est vraiment à venir. Et donc là, il y a une forte augmentation. Cette forte augmentation, elle va s'expliquer par plusieurs éléments. La première, c'est d'abord le maintien de la dominance du Bitcoin. Là, depuis 2023, le Bitcoin, il fait que de dominer de plus en plus. Là, on a quasiment atteint les 60%, on est à plus de 60%. Donc, les gens ont une confiance beaucoup plus importante dans le Bitcoin à l'heure actuelle que dans l'Ether, par exemple. Alors que pour moi, ils répondent pas aux mêmes besoins. Mais je le conçois. Et j'ai du mal à comprendre les Bitcoins maximalistes. Il vaut mieux rester ouvert d'esprit. Et là, ils ont regardé également, il y a de moins en moins de Bitcoin qui, avec le temps, se déplacent. Pourquoi? Parce que les gens gardent dans leur tête le fait que c'est du store value. On est là pour garder notre pouvoir d'achat. Mais il y a tout un tas de personnes qui aimeraient beaucoup faire fructifier leur Bitcoin. D'où l'arrivée de la BTC DeFi, de la BTC Fi pour faire plus simple. Et donc, la BTC Fi, c'est comment il est possible de faire fructifier ces BTC sans passer par des encapsulations qui existent. Aujourd'hui, quand on parle de DeFi avec Bitcoin, souvent on parle de VRAP BTC. Le VRAP BTC,
c'est du Bitcoin sur Ethereum et il y a une société qui fait la contrepartie. Le jour où la société, elle rate sa contrepartie, vous perdez votre actif. Donc, pour les personnes qui croient vraiment dans le BTC, c'est inenvisageable d'avoir un produit comme ça à disposition. Et même moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Si on regarde aujourd'hui la quantité de BTC qui sont utilisés dans la DeFi, on est sur 0,79%. C'est rien, hein, on a quasiment rien. Donc, c'est un écosystème qui a encore beaucoup de potentiel. On en est qu'au tout début. Et je vous disais tout à l'heure, quand on voit et qu'on se dit les ETF, ils détiennent énormément de BTC, ils détiennent que 6% de la supply. C'est rien. C'est rien. Et par contre, eux, si demain, ils pouvaient proposer à leurs clients de dire que vous allez avoir du rendement sur votre BTC avec un niveau de risque qui est extrêmement bas, c'est pas, ils vont vendre encore beaucoup plus d'ETF. Donc, d'où l'importance d'avoir des produits qui soient structurés et qui soient vraiment performants. Idem pour les compagnies, ce qu'ils appellent les sociétés publiques, les pays, les sociétés privées, avec par exemple stratégie et les sociétés qui font du mining de BTC, qui en détiennent également une quantité non négligeable. Donc voilà, aujourd'hui, ils estiment qu'il y a un potentiel qui est énorme sur le BTC. Après, il y a quand même des grosses limitations technologiques pour arriver à le faire. Et la preuve, c'est qu'en fait, la DeFi sur Bitcoin, c'est 1% en fait de la totalisation du market cap. Aujourd'hui, c'est Ethereum qui reste le leader, Solana derrière et la BNB Chain. Mais ça, on vous en a déjà parlé un bon paquet de fois. Si on veut regarder un petit peu la taille de marché que ça peut représenter, vous parlez du VRAP BTC, qui est ni plus ni moins que le BTC qui est encapsulé. Ça a une TVL aujourd'hui de 21 milliards de dollars. On n'est pas juste sur un tout petit produit. Après, il y a de plus en plus, justement, de protocoles qui permettent de faire ce qu'ils appellent du stacking pour valider pas des blocs sur BTC, mais des blocs sur une autre blockchain, et donc de bloquer ces BTC, d'obtenir un certain rendement. Et après, il y a toutes les layers 2 qui sont développés sur Bitcoin. Alors, je vais vous donner quelques noms pour que ça puisse vous parler. Par exemple, vous avez les premiers produits qui sont sortis, comme je disais. Vous avez Rootstock, vous avez Stacks, et après, vous avez des produits qui sont plus sous forme de layer 2, certaines qui vont être EVM, d'autres qui ne vont pas forcément l'être. Et vous avez des produits qui sont beaucoup plus récents. Donc, vous avez BitLayer, par exemple, qui est sur BitVM, si je ne dis pas de bêtises. Et après, vous avez des produits beaucoup plus récents comme Bob, B-Squared, BEVM, Boonsbit et MaProtocol. Chacun va essayer d'apporter sa pierre à l'édifice avec sa façon de voir les choses, avec soit une espèce de bridge du BTC, soit une interface plus ou moins rapide. Et là, je vous invite à aller voir les plateformes qui sont les plus connues. Si par exemple, on va voir Avalanche Finance, je vais ouvrir DeFi Lama pour que vous puissiez aller voir. Hop, top protocole. Avalanche Finance. Vous voyez quand même, hein, 653 millions, ce qui est quand même pas négligeable. Ils avaient un petit peu plus au début de l'année, mais ça reste quelque chose d'assez important. C'est une plateforme de lending. Donc ici, si on va voir le site principal, hop, hop, pardon, je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton. Attendez, je vous repartage mon écran. OK. Donc sur Avalanche Finance, ici, on va lancer l'application décentralisée. Eux, ils fournissent l'USDA. L'USDA, c'est un stablecoin. On verra ça justement après. Vous voyez, vous avez une partie. Alors là, c'est sur le stake, le borrow. Hop, sur le borrow. Vous pouvez apporter ce qu'ils appellent du FBTC, ce qui vous permet d'avoir la cotation et de pouvoir emprunter en face un autre actif. Hop, ici, on a la partie lend. Donc là, on va se mettre. Vous voyez, vous avez par exemple BitLayer, Merlin, Bob. Donc on va prendre BitLayer, qui est assez récente. Hein. Il ne faut pas être sur des produits qui sont assez récents. Là, le Supply APY, vous voyez, il est microscopique. On va regarder par exemple sur Merlin, avec le Solve BTC, qui est ni plus ni moins que l'encapsulation du BTC aussi. Là, vous voyez, 0,13%. Et en fait, moi, ce qui m'embête un petit peu avec tout ça, vous voyez, les rendements, ils sont très bas. Hein. Sur des rendements qui sont aujourd'hui pas très intéressants. Donc ça m'embête un petit peu de partir sur ce type de produit-là. Pas que potentiellement ils ne sont pas intéressants d'un point de vue apport de technologie, mais parce que les rendements, je ne veux pas aller risquer mes BTC pour obtenir 1% de rendement sur le BTC. C'est complètement à l'opposé de tout ce qu'on essaie de vous véhiculer, c'est la prise de risque. Si vous prenez un risque qui est important, faites-le sur certains jetons, vous êtes prêt à les perdre.
moi, je suis pas prêt à aller perdre mes BTC pour ces rendements-là. Après, pour tester, n'hésitez pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas sur du MetaMask. Ça dépend des Layer 2 ou des produits qui sont sortis sur Bitcoin. Mais souvent, vous allez passer par un Unisat ou ce type de wallet. Et le problème, c'est que c'est des wallets qui sont pas très ergonomiques. Vous avez celui-ci là dont j'ai perdu le nom, là, c'est Unisat. Phantom, après, ça c'est OKEx. Celui-là, c'est mince X. Bon, ça me reviendra. C'est pas bien grave. Mais voilà, vous avez des plateformes qui permettent de faire du lending, vous avez des plateformes qui permettent d'encapsuler du BTC, vous avez des plateformes qui permettent de faire un peu plus de scaling. Moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est de se dire, OK, les plateformes qui sont vraiment des layer 2, elles ont besoin de rapatrier de données sur la blockchain. Et donc, elles vont avoir tendance à congestionner beaucoup plus la blockchain Bitcoin que ce qu'il faudrait nécessairement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Je pose la question. Moi, personnellement, je pense que le Bitcoin est très bien dans Store of Value et que l'Ether, le réseau Ethereum est là justement pour apporter du smart contract, de la DeFi et tout ce qui va avec. Plus on gardera un BTC qui sera pur, mieux ça sera. Après, peut-être que c'est le marché décidera. De toute façon, c'est pas moi qui aurai la vision finale. Mais de dire on rajoute des couches sur des couches sur des couches sur du BTC, ça engendre quand même des problématiques. Ça engendre de la surface d'exposition, ça engendre un tas de choses qui ne sont pas forcément bons pour le BTC. Et quand vous construisez des nouveaux produits, vous avez besoin de nouveaux protocoles. Vous avez besoin, par exemple, de nouveaux oracles. Aujourd'hui, Chainlink ne fonctionne pas sur Bitcoin. En tout cas, pas à ma connaissance. Et donc, ils sont obligés de créer des nouveaux oracles. Et ces nouveaux oracles ne sont pas forcément de la meilleure qualité. Vous êtes obligé de créer des nouveaux bridges avec les risques qui vont avec. Si demain, vous avez un bridge qui se fait péter, qui a une grosse quantité de BTC, ça aura un impact en fait dessus, sur le prix du BTC. Après, il y a tous ceux qui essaient de faire du liquid staking et autres. Là où je pense que ça peut être intéressant, il y a deux éléments pour moi qui sont intéressants. Il y a d'abord la partie stablecoin, c'est-à-dire que collatériser du Bitcoin pour émettre un stablecoin, ouais, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne idée. Et aujourd'hui, il y a des protocoles, comme par exemple Sovereign, qui le font. Vous avez Money on Chain, mais ça reste des protocoles qui sont récents. Donc peut-être que dans le futur, on aura un vrai stablecoin qui sera backé par du Bitcoin. Et ça, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. À vous de me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est plutôt une bonne idée. Après, des technos sur Bitcoin, il en existe tout un tas avec différentes manières de fonctionner. Ça peut être des channels, ça peut être euh, des roll-ups, ça peut être des sidechains, ça peut être... Il y a tout un tas de choses. Et vraiment, si c'est du chinois pour vous, ce que je vous dis, prenez le temps de vous former. Vraiment, c'est hyper important. Alors, attendez, hop, je passe un peu les choses qui ne sont pas forcément intéressantes. Oui, ça a augmenté également l'intérêt et la valeur perçue au niveau du réseau Bitcoin parce que les gens, à partir du moment où ils trouvent un certain rendement, ils sont attirés par-dessus et donc ils vont se dire: «OK, je vais plutôt aller jeter du BTC» et vu comme en ce moment les rendements sur l'Ether sont complètement éclatés, il faut dire ce qu'il y a, hein, sur la DeFi, les rendements sont éclatés en ce moment. Les gens partent sur du BTC. Ils essaient de chercher des nouveaux écosystèmes, c'est comme ça et les jours où les rendements seront moins intéressants sur BTC, ils partent sur un nouvel écosystème qui va sortir. Les farmers passent d'un écosystème à l'autre juste pour aller chercher des rendements et pour essayer d'augmenter au maximum leurs capitaux, hein. C'est cette manière-là dont ils fonctionnent. On voit qu'il y a quand même eu une grosse émergence de tous ces produits-là. Quand même, le vecteur initial, ça a quand même été tout ce qui était BRC20, Ordinals et autres, hein. Aujourd'hui, si on essaie d'estimer un peu cette part de marché, ils disent que la pénétration du marché, elle peut arriver à peu près jusqu'à 31 milliards. Alors, je sais pas si c'est la pénétration potentielle. Initial potentiel, ouais, c'est ça. Projeté vis-à-vis du vrai BTC. Donc là, vous avez le nombre de BTC actuellement en circulation. Ceux qui sont sur les plateformes d'échange, qui peuvent du coup pas être mises sur de la DeFi. Ceux qui sont dans les ETF, ceux qui sont détenus par Satoshi. Vous voyez, un Satoshi en détient quand même une grande part. Ceux qui sont détenus par les gouvernements. Mais pour moi, cette partie ETF, s'il y a vraiment des gros rendements à faire sur la Bitcoin Finance, ils vont aller dessus. Et les gouvernements, je vois pas pourquoi ils iraient pas. S'il y a de l'argent à faire, bien sûr qu'ils vont le faire aussi dessus. Il faut attendre qu'il y ait des produits qui soient beaucoup plus structurés. Après, vraiment, je vous invite à rentrer dans la partie technique et technologique de BTC pour comprendre en fait les défis auxquels les personnes se frottent. Tout simplement parce que le Bitcoin, dans sa conceptualisation native, n'a jamais été pensé pour faire ce genre de choses. C'est pas ce qu'ils appellent un langage Turing complète. Un langage Turing complète, c'est d'être capable de faire des opérations qui sont complexes. Et même avec BitVM, c'est des interprétations et on va avoir la capacité à faire certains éléments, mais on est quand même globalement limité. Ça reste des papiers de recherche, il reste encore à avoir une belle évolution. Mais
Je suis assez mitigé. Je suis assez mitigé dessus. J'ai d'un côté, ma vision holder BTC long terme où je veux pas qu'il y ait ce genre de choses, ou du moins des produits qui soient très spécifiques, c'est-à-dire qu'on puisse, collatéraliser nos BTC pour emprunter de l'argent en face. Ça, je trouve ça très bien. Qu'on puisse faire du lending. Par contre, je veux pas que ça défonce le protocole lui-même et à chaque fois qu'il y a une grosse mise à jour qu'il y a eu ou un gros hard fork qu'il y a eu sur le réseau Bitcoin, ça a donné lieu à des sous-branches, Bitcoin SV, Bitcoin Cash. À chaque fois qu'on a voulu toucher la taille du bloc, globalement, ça a impacté la vitesse, la taille du bloc, tout ce qui allait avec. Voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Après, le gros problème, c'est que, comme je dis, un bloc toutes les 10 minutes, ça freine également toutes les layers 2 qui vont interagir dessus. Donc elles sont obligées de mettre en stand-by. Quand elles arrivent, elles vont taper dans le bloc. Les récompenses des mineurs, d'un côté, ça peut être intéressant pour eux parce que ça va permettre d'avoir des revenus qui sont complémentaires via les frais, qui sont versés en plus. Ça permet d'avoir un marché qui est beaucoup plus, soutenable. Par contre, pour les investisseurs, c'est eux qui vont payer, les pots cassés et c'est là où je trouve ça moins bien. Je préfère autant que ça se développe bien sur Ethereum et qu'on touche pas trop à Bitcoin. Qu'il y ait 2-3 outils qui soient disponibles via des technologies qui soient vraiment au plus proche de la technologie initiale, qu'on ait le moins de surcouches possible. Aujourd'hui, on a des trucs, hein, le Lightning Network, on est sur des choses qui sont assez proches. Par contre, on voit que ça évolue pas et ça se développe pas parce que, bah, c'est complexe, parce qu'il y a plein de limitations et parce que ça n'a pas été pensé pour. Et qu'aujourd'hui, effectivement, l'un des freins principaux, il y a déjà la culture. Comme je disais, même moi, je suis pas forcément, hyper fan de cette approche-là, même si j'y vois des opportunités et je vois qu'il y a du potentiel. Il y a la partie expérience utilisateur qui est une catastrophe à l'heure actuelle. Les seuls UX qui fonctionnent bien, c'est des choses qui ont été pompées de chez Ethereum, qui fonctionnent avec des wallets de chez Ethereum. Et, et après, il y a tout ce qui est volatilité, les risques, la partie régulation. Aujourd'hui, on a une régulation qui est fixe et qui est posée sur le BTC. C'est la même histoire qu'avec le stacking sur l'Ether. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on va réguler ça? Ça, c'est des points qu'il faut absolument surveiller et vérifier. Et après, justement, tout ce qui est partie blanchiment d'argent, ça va apporter beaucoup plus de contraintes en fait sur l'écosystème du BTC. Sans parler de tout ce qui est interopérabilité, ou si vous développez un écosystème dans son coin, soit vous êtes obligé de recréer complètement la roue, soit si vous voulez des interconnexions avec les autres, vous allez avoir d'autres sources de vulnérabilité, d'autres sources de risques. Donc ça, c'est quand même hyper important. Après, certaines personnes veulent intégrer tout ce qui est real world asset sur le Bitcoin en disant, OK, le réseau Bitcoin, c'est le réseau globalement le plus sécurisé qu'il puisse y avoir en termes de décentralisation, en termes d'aspects de fonctionnement et autres. Donc, pourquoi on n'irait pas mettre des assets du monde réel sur la blockchain Bitcoin? Et donc, pour moi, on l'alourdit encore. Donc, je suis pas grand fan. Je sais qu'ils essaient vraiment de couper ce gap et de se dire, OK, la blockchain Bitcoin, elle peut répondre à tout. Pour moi, c'est pas la solution. Pour moi, c'est vraiment pas la solution. Il y a des opportunités si vous voulez aller faire du rendement et du farming dessus, mais c'est clairement pas la solution. Apporter plus de liquidité sur le marché du Bitcoin, aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux qu'il reste de cette manière. Je suis peut-être trop conservateur, hein, dites-le moi en commentaire, hein. Mais une fois que vous aurez testé cet écosystème-là naissant, vous allez voir que vous irez peut-être pas jouer vos propres BTC, ou du moins pas la même quantité. Vous irez peut-être en jouer une petite partie, c'est possible, mais vous irez pas jouer l'intégralité. Comme ce qu'il y avait sur tout ce qui était Ordinals, BRC20, SRC20, Atomic Calls et tout ce qui va avec. Ça fait un an que je suis dans l'accompagnement. Je n'ai pas encore pu tout mettre en application tellement il y a des projets, des stratégies à mettre en place. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on vous présente tout un tas de choses et après, si vous voulez y aller, vous allez dessus. Si vous n'avez pas envie d'aller dessus, des fois, ça prend du temps avant d'arriver à remonter, hein, et de se remettre à jour. Pour faire de la DeFi via BTC, on peut utiliser du vrai BTC déposé en lending qui rapportera peu et un emprunt du sable, tu peux faire ce que tu veux pour un coût assez faible. Oui, mais le problème, c'est le vrai BTC. C'est que moi, aujourd'hui, je veux pas cette contrepartie. Demain, la boîte qui fait le vrai BTC a plus la parité entre ton BTC, ton vrai BSTC, ton vrai BTC vaut plus rien. Donc, et tu as tout perdu. Et je suis pas prêt à faire ça pour gagner 3%. Est-ce que vous êtes prêt à perdre l'intégralité de vos BTC pour perdre 3%? C'est ça le problème d'avoir des actifs qui sont encapsulés. C'est que vous êtes dépendant d'un tiers, que ce soit une entreprise ou un smart contract. Personnellement, je préfère avoir des choses qui soient les plus natives possibles pour éviter ces genres de problèmes.
Hop, je remonte un peu dans le chat si vous avez des questions. Et attendez, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un petit peu justement les protocoles et autres. Attendez, hop, je vais partager mon écran. Vous voyez, ici, il y a un Bitcoin, 4e position. On va prendre. Hop. Ici, vous voyez, vous avez différentes chaînes hein, si vous les cherchez. Vous avez. Pourquoi je ne la vois pas? Ce protocole, Restake. Lightning. Je cherchais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Vous les avez. Si, elles doivent être là. LN Exchange. Pourquoi on n'a pas les détails? Ah voilà. Lombard Finance, Lightning. Mince, c'était pas là où j'étais. C'était pas là où j'étais. Où est-ce que j'étais tout à l'heure? Je sais plus. Ok, voilà, on les a. Bitlayer, B-Squared, Bob, Merlin, Stacks. Regardez, pour tous ceux qui me parlent de Stacks, c'est en permanence. Depuis le temps que ça existe. 100 millions de TVL. 100 millions de TVL dessus. C'est juste honteux. Clairement, 100 millions de TVL, c'est honteux. Pour une blockchain, pour une techno de cette ancienneté-là, quand on a Bitlayer qui fait déjà 370 millions en quelques mois. Et là-dessus, vous pouvez retrouver les différents outils. Vous avez, vous voyez, de quoi faire du farming. Vous avez Avalon Labs pour faire du lending. Vous avez tout ce qui est CDP, les produits dérivés, des options, des DEX. Voilà, là, il y a des choses. Après, regardez, hein, les TVL, elles sont toutes petites. Hein. On commence à avoir une certaine augmentation. Mais c'est pas ça, même B-Squared. Vous voyez, on retrouve souvent les mêmes protocoles. Hein. 43 millions, sachant qu'il y a 5 chaînes. Bob, vous avez Avalon Labs, comme je vous ai montré, la partie lending. Et il y a même Uniswap qui permet de rentrer dessus maintenant, sur Bob. Merlin, que je trouvais assez intéressant, parce que leur concept est plutôt pas mal en Layer 2. Et ils ont leur swap, leur Merlin Swap qui marche assez bien. Il y a le Soft Protocol. Et vous avez Avalon. Mais vous voyez, il n'y a pas non plus 150 produits qui fonctionnent bien dessus. Je ne vous ai pas trouvé Rootstock, attendez. Sur Rootstock, c'est que l'infrastructure RIF. Pourquoi il n'y est pas? Attendez. Voilà, Rootstock qui est pareil, qui est assez ancien. Il y a certains produits, mais c'est pas non plus, extraordinaire. Alors, mais je ne dépose pas mes BTC, je récupère des CBDC via mes gains DeFi. Ensuite, je transforme mes CBDC en BTC, dépasser une certaine somme. Oui, bah après, ça, c'est à toi de voir. Sur les poules de liquidité, tu as du CBBTC, cela ne pose pas de souci. Bah si ton CBBTC décroche, tu te retrouves à avoir de la perte impermanente, tu auras tout perdu en fait. Il y a un APR de 109%. Après, il faut voir combien de temps ça dure en fait cette APR. Parce que souvent, sur ces produits-là, hein, on va prendre le CBBTC. Attends. Je vais retourner sur. Je vais vous repartager mon écran, comme ça vous pouvez le voir. Hop. On va aller dans la partie yield, là, ici. Donc là, vous pouvez filtrer par token, CBBTC. OK. Donc là, on a hop, les baisses des PY. Hop. Donc voilà, si on veut aller chercher, on a des choses qui sont encore plus importantes. Ici, après, il faut voir, hein, tout n'est pas forcément référencé.
Et vous voyez, vous avez des paires, elles sont hyper exotiques. Après, ce CBBTC, je ne sais pas ce que c'est comme encapsulation. Il faut aller voir. Et vous avez, par exemple, sur Orca, du Solana CBBTC. Et après, il faut calculer ses pertes impermanentes. Voilà, USDC CBBTC sur BaseX, c'est 34%. Il faut voir combien de temps ça tient, en fait, ce yield. Vous voyez, il a été très variable. Il y a eu plein de moments où il était à 7-8%. Après, il est monté à 15%. Après, il est monté à 30%. À voir. Il faut voir si le CBBTC reproduit bien le prix du BTC. Et dans ces cas-là, ça te permettra d'avoir un ordre d'idée. Donc, on va aller sur CoinMarketCap. Je ne sais pas s'il est référencé. Hein, là, je prends vraiment des choses en live avec vous pour qu'on puisse voir CBBTC. Donc, je pense que c'est celui-là. C'est celui de chez. C'est le wrap de chez Coinbase. OK. Il faudra le comparer. Alors, attendez. Ils ont changé l'interface. Là, voilà. On va le comparer du BTC. La variation, ça bouge un peu. Ça reste correct. Hein. Ça reste très correct. Mais ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Et après, si on se dit, OK, on le met contre du dollar américain. OK, donc là, attendez. On va se mettre. Je vais vous montrer quelque chose qui peut vous aider si vous faites un peu de farming. Attendez, je cherche mon bouton. On va prendre le cours du BTC pour avoir le pourcentage. Je veux voir l'évolution du prix du BTC sur les quelques derniers mois et voir les pertes impermanentes que ça génère. Donc là, on va prendre ça. OK. On va se dire que vous farmez depuis. Allez, on va prendre là. On va être généreux. On va pas se mettre au plus bas. Depuis août dernier. Ça fait 4-8 mois que vous farmez, à peu près. Là, on est à plus 37%. Ouais. Allez, plus 38%. CoinGecko, Impermanent Loss Calculator. Si on prend ta paire qui est à 50-50, voilà, 50% d'actifs. Donc le premier actif, c'est l'USDC, il n'a pas bougé. Et celui-là, il a pris 40%. Donc tu as 1,4% d'impermanent loss. Donc là, effectivement, ça fait un rendement qui est plutôt pas mal. Par contre, c'est sous-jacent que Coinbase fasse pas n'importe quoi sur son écosystème. C'est un risque que tu prends. Mais le rendement, là, il est intéressant. Donc, comme je vous dis, il y a des opportunités. Mais USDC, CBDC, la corrélation est plutôt bonne. Non, il n'y a pas de corrélation entre les deux. L'USDC est un stablecoin qui vise à garder sa parité 1 pour 1 avec le dollar américain. Et le CBBTC vise à garder sa parité avec le BTC. Donc, non, il n'y a pas de corrélation. Mais quand tu as un actif qui varie et pas l'autre, déjà, tu limites les risques. Ce qui serait embêtant, c'est que tu prennes deux actifs, un qui diminue très fortement et un autre qui augmente très fortement. Et là, effectivement, les impermanent loss seraient exceptionnels. C'est celui de Base, quoi, pas le premier venu? Mais je t'invite à mettre tous tes sous dessus, en fait. Moi, je t'explique les risques qui sont présents. FTX a fermé. Et pourtant, FTX, c'était pas le premier venu non plus. Des produits qui dépayent, pour une raison quelle qu'elle soit, il y en a plein. Après, c'est à toi de voir si tu es prêt à perdre. Si tu as 0,001 BTC, oui, il va faire ce que tu veux avec. Si tu as 10 BTC, tu t'amuses pas à jouer tes 10 BTC sur Coinbase. Voilà, c'est tout. C'est juste une question de taille de portefeuille et de risque que tu es prêt à prendre, en fait.